Bonjour tout le monde. Il est midi et quart, alors on va commencer. Bonjour à tous. Magali Girard, je suis la directrice générale du CICS, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Et puis, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour notre premier midi webinaire 2025. Bien heureuse de débuter cette année avec une présentation sur la communication scientifique qui est importante pour tous et avec l'arrivée prochaine de notre saison conférence, atelier du printemps, là, comme tout bon milieu universitaire vit, ben on trouvait le moment opportun. Euh, voilà. Alors, ben, ça me fait plaisir de vous présenter Sophie Campion, qui est stratège en communication scientifique à l'agence PhD Design, une agence de communication spécialisée dans le monde scientifique, communication dans le milieu médical aussi. Sophie, je crois que tu as une expérience en pharmaceutique, beaucoup de passion pour la communication scientifique. Et donc, Sophie, aujourd'hui, va vous présenter toutes sortes d'outils sur la communication scientifique qu'ils ont développés à son agence, et puis en général, là, pour vos activités de communication à plusieurs niveaux. Et j'en profite pour faire une petite publicité parce que Sophie donnera aussi un cours au SIX le 20 février prochain, plus spécifique sur la communication en recherche quantitative, donc spécialement développé pour la communauté du SIX. On avait nos étudiants de maîtrise de doctorat en tête là, quand Sophie développe ou a développé ce cours-là, mais c'est ouvert à tous. Et puis, c'est ça, le 25 février, un cours du professeur Pierre-Olivier Caron, plus spécifiquement sur des techniques de visualisation des données avec l'utilisation de R et le package ggplot2. Donc, voilà, on débute ce petit bundle, regroupement d'activités avec le midi webinaire d'aujourd'hui avec Sophie. Ben, comme d'habitude, hein, c'est toujours le même format. La présentation est enregistrée et sera rendue disponible rapidement sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à utiliser le chat pour y noter vos questions tout au long de la présentation de Sophie qui devrait durer aux alentours d'une demi-heure. Puis on va se garder du temps à la fin pour répondre aux questions puis échanger avec Sophie. Et on termine à 13 heures. Alors voilà, je cède la parole à Sophie et ben, merci beaucoup encore Sophie pour prendre le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Magali. Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce midi webinaire. Effectivement, j'ai 30 minutes pour vous parler du sujet, comment se démarquer grâce à une communication scientifique et surtout de comprendre ce qu'on entend par communication scientifique et quels sont les éléments à prendre en compte pour en faire une. Donc, comme Magali m'a présenté rapidement, donc effectivement, je suis communicatrice scientifique et créatrice de contenu et je suis pharmacienne de formation. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la communication et de la formation, plutôt dans le domaine quand même de la santé, mais aussi dans d'autres domaines scientifiques. Et j'ai travaillé pour des organismes de formation, des startups, des entreprises, des OBNL. Donc, mon champ de compétences, ça va à la fois des articles de vulgarisation scientifique, mais aussi je réalise des vidéos, des balados, des jeux sérieux éducatifs aussi, ça m'est arrivé. Je suis conceptrice pédagogique aussi en parallèle et je m'occupe de la stratégie numérique de différentes structures comme la Croix-Rouge canadienne. Et donc, je suis freelance et je représente aujourd'hui l'agence PH Design. Et comme Magali le disait, donc, dans l'agence, on accompagne en fait la communauté de recherche dans leurs projets de communication. Et pour ça, on est une dizaine de personnes expertes avec des domaines de compétences très différents. Ça peut aller du graphisme aux relations presse, mais aussi au développement web. Et donc, on travaille pour différents acteurs, donc que ce soit des centres de recherche, mais aussi des institutions, des fondations qui sont impliquées dans le domaine de la recherche et de l'innovation dans divers domaines scientifiques. Donc, c'est un peu avec toute cette expérience que je viens vous parler aujourd'hui. Et donc, nos projets,
Ça va de la communication, du plan de communication à la production de contenus audiovisuels, que ce soit, des vidéos ou des balados. Donc qu'est-ce qu'on va trouver au menu du jour? Je sais que vous êtes en train de manger votre lunch pendant que vous m'écoutez, donc je vais faire un petit parallèle entre, la nourriture et la communication scientifique et puis surtout, on va se poser la question: quelle est la recette pour un projet de communication scientifique efficace? Et aujourd'hui, hem, ce que je voudrais que vous ayez en tête, c'est avant d'entamer un projet de communication scientifique, quel qu'il soit, ça va être de, vous poser ces questions. Quels sont réellement mes objectifs, mes intentions de communiquer? Quel est le message que je veux transmettre? À qui je m'adresse? Très important. Sur quel canal ou sur quels canaux de communication de manière globale j'ai besoin de communiquer? Et ensuite, comment structurer mon message pour qu'il soit entendu et compris par mon public cible? Et comment habiller mon message pour le rendre attrayant et compréhensible? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans les grandes lignes ce midi. Et pourquoi c'est important d'avoir tout ça? Parce que de vous poser toutes ces questions avant d'entamer un projet de communication, ça va vous permettre d'être plus efficace et de gagner du temps et surtout de vous assurer, que vous allez être compris au moment de faire votre, présentation ou en tout cas de monter votre projet de communication scientifique, quel que soit le format que ça peut prendre. Donc la toute première question, comme je vous disais, c'est pourquoi concrètement, je veux communiquer? Est-ce que je suis conscient de mes motivations qui me poussent à communiquer? C'est sûrement parce que vous voulez accroître le niveau de connaissance, sur votre sujet, recueillir des perspectives différentes ou sensibiliser une communauté à un sujet important. Mais en fait, il y a différents types d'objectifs en fonction du public cible. Par exemple, si vous adressez un public cible qui est principalement scientifique, votre objectif, ça va être de susciter l'intérêt pour un sujet ou recadrer des problématiques scientifiques ou alors de focaliser sur votre approche, votre méthodologie. Si c'est un grand public, ça va peut-être être tout simplement partager votre passion pour la science ou, informer sur un sujet et sensibiliser à ce sujet de manière très globale. Ou alors, ça va être des objectifs peut-être plus psychologiques et relationnels avec d'autres pairs, par exemple, établir un lien de confiance avec, d'autres personnes de votre milieu. Quand on s'est posé la question de la motivation, ce qui va être vraiment clé dans votre stratégie de communication, ça va être de penser à qui je m'adresse. Quel est mon public cible? Hem et pour ça, je vais être amenée donc à identifier qui est mon public cible. Donc, est-ce qu'il s'agit de scientifiques de ma discipline, donc qui a une bonne connaissance du sujet que je vais aborder? Ou alors, c'est d'autres scientifiques, mais d'autres disciplines, du coup, qui ne sont pas experts de mon sujet? Ou alors, c'est un grand public non scientifique et là, il va y avoir d'autres typologies aussi et tout ça, ça va être important pour vraiment personnaliser mon message. Parce qu'il y a vraiment un lien important entre le sujet de ma présentation et la capacité qu'a mon public cible à le comprendre. Donc une fois que j'ai identifié mon public cible, le prochain point, c'est de comprendre qui est mon public cible et quel est son niveau de connaissance. Et pour ça, je vais devoir me mettre aussi à sa place. Est-ce que, il va être intéressé de base par mon sujet? Est-ce qu'il est obligé d'être là et je vais devoir rendre mon sujet encore plus intéressant, pour capter son attention? Est-ce que le public a des biais ou des a priori sur le sujet que je vais aborder? Donc je vais pouvoir me poser ces plusieurs questions, pour mieux le comprendre et me mettre vraiment à sa place. Donc en résumé, il y a vraiment 2 choses à faire, donc identifier mon public cible et apprendre à le connaître. Et tout ça, ça va me permettre, d'identifier et de clarifier mon message clé. Donc là, de se poser la question du quoi.
qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux que le public cible retienne à la fin de ma présentation? Et ça, je vais devoir faire l'exercice d'essayer de le formuler en une phrase. Et donc le message clé, je vais devoir le relier à mon public cible, parce que ça va déterminer aussi le niveau de langage que je vais utiliser. Si c'est un public plus spécialiste, je vais utiliser un niveau de langage qui est plus technique. Si c'est un grand public, un niveau de langage simplifié. Donc ça va optimiser mon niveau de vulgarisation. Est-ce que je vais utiliser plus des figures techniques ou plus simplifiées? Est-ce que je vais montrer des exemples et des applications plus théoriques ou alors plus concrètes? Et donc, il faut que je me pose d'autres questions qui est: est-ce que mon public cible va comprendre les détails que j'ai envie d'aborder? Est-ce qu'il sera intéressé par ces détails? Et donc ça va me permettre d'affiner au fur et à mesure le message, que je veux faire passer. Et puis surtout, il faut que je vérifie la cohérence de mon message avec le contexte de présentation. Si j'ai 5 minutes de présentation, si j'ai 20 minutes de présentation, je ne vais pas faire passer mon message de la même manière. Donc il faut que je prenne tout ça en compte dans mon projet de communication. Ensuite, donc, mon message doit être adapté à mon public cible et à mon contexte. Mais ensuite, comment je vais délivrer mon message? Est-ce que je dois le délivrer en ligne, en présentiel? Est-ce que je le délivre en une seule fois ou c'est une communication sur le long terme? Et donc ça va m'aider à trouver le comment et le bon canal de communication. Et donc pour ça, on a développé toute une boîte à outils dont on va vous envoyer, le lien, avec toute une liste d'activités et de canaux de communication qui sont possibles d'utiliser. Donc, dans cette boîte à outils, on peut retrouver, les outils de communication scientifique peut-être plus traditionnels comme les articles, les conférences, les articles de presse. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres formats qui sont possibles. On peut utiliser les réseaux sociaux, des blogs, des podcasts, des vidéos. Et donc ça va être en fonction du médium, du canal de communication qu'on va choisir. Par exemple, si c'est une publication ou des écrits, je vais pouvoir choisir différents moyens. Est-ce que c'est un blog? Est-ce que ça va être, un livre ou les contenus d'un site internet? Ou alors dans les médias, donc un communiqué presse, même une émission télévisée? Ou alors quelque chose de très visuel, ça peut être une BD, une infographie qui va vraiment mettre en avant mon propos de manière visuelle, ou alors des événements, des rencontres, comme aujourd'hui un webinaire ou une formation, un atelier en présentiel, ou d'autres stratégies, comme je vous disais, donc des médias sociaux ou des groupes de discussion et des débats d'experts. Donc tout ça, c'est les questions qu'on doit, faire dans notre travail préparatoire de notre projet de communication. Donc on sait le pourquoi, le qui, le quoi et le comment. Par exemple, moi aujourd'hui pour préparer mon webinaire, je me suis demandé, pourquoi je donne ce webinaire? Moi mon objectif du jour, c'est vraiment de vous sensibiliser à la communication scientifique. Donc c'est un objectif de sensibilisation à toute la démarche d'un projet de communication scientifique qui, c'est vous tous, là, derrière vos écrans. Je crois qu'il y a une majorité, d'étudiants ou alors des chercheurs en début de carrière. Vous êtes une quarantaine, donc peut-être que, discuter ensemble, ça va être, compliqué et puis c'est l'heure du lunch, donc vous êtes en train de faire autre chose à côté, donc va peut-être pas y avoir beaucoup d'interaction. Le quoi, moi j'ai 2 messages clés aujourd'hui à vous délivrer. Donc le premier, c'est les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans un projet de communication scientifique. Et le deuxième qu'on va voir là par la suite, c'est la forme est aussi importante que le fond. Et le comment, c'est un webinaire, c'est en ligne. Donc mon support de présentation, il est très différent de si on avait été en présentiel aujourd'hui. J'aurais peut-être mis plus de texte dans mon support de présentation. Donc voilà, c'est très important de prendre tous ces éléments en compte pour, faire le travail préparatoire de ce projet. Et une fois qu'on a
défini tout ça et qu'on s'est posé toutes ces questions, on va pouvoir, eh ben, se plonger vraiment donc dans la structure et dans la forme de notre projet. La structure, donc la structure, elle va vraiment reprendre le message clé pour avoir une ligne directrice claire et cette structure, elle va vraiment appuyer et démontrer, soutenir cette idée principale. Et pour ça, la structure, elle est quand même assez basique. On va faire une introduction, donc présenter notre sujet, présenter de manière dans les grandes lignes ce qui sera couvert, le contexte pour que les personnes puissent déjà s'identifier au sujet et puis comprendre pourquoi c'est important, pourquoi on en parle aujourd'hui. Et ensuite, il va y avoir tout le corps de l'argumentaire principal avec plus ou moins de points en fonction de la complexité. Et ensuite, donc, des implications concrètes avec des solutions et des exemples pour illustrer tout ça. Et en conclusion, avec toujours un appel à l'action pour être dans une approche dynamique. Et donc pour ça, on peut s'appuyer sur des principes de base de la structure narrative en utilisant des métaphores, des analogies, simplifier notre propos mais sans le dénaturer, donc faire tout un travail de vulgarisation. Et comme je vous disais, ce ton, on va vraiment le construire en ayant en tête notre public cible. Et donc dans la structure, on va avoir toute une présentation qui va pouvoir prendre des éléments narratifs dynamiques. Donc tout le message clé, toute la présentation va se construire autour du message clé. On va essayer de combiner aussi plusieurs contenus, diversifier les contenus, divers raisonnements aussi, pour pouvoir attraper l'attention du public. La conclusion, elle est très importante, celle qui va délimiter vraiment le sujet et qui va pouvoir poser le cadre. Ensuite, dans la structure plus des contenus, on va surtout utiliser des phrases courtes avec des idées très simples. Une phrase, c'est une idée. Pareil dans la structure, si c'est une présentation, par exemple à un congrès, vous devez présenter vos résultats, c'est une idée par diapositive. On ne va pas mettre plusieurs idées, il faut que le contenu il soit aéré. Et ensuite, il faut travailler tout ce qui est oral, surtout au début et à la fin de la présentation, pour capter l'attention et essayer de la garder tout au long de l'exposé, par exemple. Et donc, pour ça, au niveau de la structure aussi, si vous avez beaucoup de contenu avec des diagrammes, des graphiques, il faut essayer de varier et d'avoir aussi des diapositives avec plus du visuel pour varier et toujours capter l'attention. Et donc ça, on va le voir aussi dans une deuxième partie sur le visuel. Et pour, donc, je vous parlais de l'oral, ce qui est important, c'est de mettre aussi, alors j'ai perdu la présentation, oui, c'est le côté storytelling. C'est d'habiller tout ce qu'on dit avec de la narration. Désolée pour l'anglicisme, mais c'est le côté narratif. Parfois, on a envie d'expliquer et de vulgariser des données qui sont parfois très complexes ou des concepts abstraits. Et ça, on va pouvoir les transformer en histoires captivantes et qui sont compréhensibles aussi par le grand public. Par exemple, donc moi, je suis pharmacienne de formation, j'y connais pas grand-chose à la physique quantique, mais je me souviens que je suis allée voir une pièce de théâtre qui s'appelle La Rébellion du minuscule et qui parle de physique quantique. Et on est immergé dans une histoire et à travers cette histoire, on arrive à comprendre des concepts qui sont très complexes sur la physique quantique alors qu'on n'est pas du tout expert. Et donc ça, le concept de narration, il peut être vraiment intéressant pour faire passer un message. Donc si vous êtes intéressé, c'est peut-être quelque chose aussi à creuser. Ensuite, je vais retourner sur la nourriture. Je sais pas vous, mais moi, entre, on va dire, ce visuel-là et ce visuel-là, je suis quand même plus tentée par un plat qui est beau, qui est bien présenté, qui donne envie. Et ben, pour
Pour la communication scientifique, ça va être la même chose. C'est l'importance du visuel, c'est comment le visuel va pouvoir mettre en valeur le contenu et ce qu'on a envie de faire passer comme message. Le problème, c'est, par exemple, cette diapositive, elle est belle, mais souvent, les titres sont peut-être trop génériques ou alors il y a un nombre de mots qui est trop élevé et donc on se perd et donc vous avez envie plus de lire le texte que de m'écouter ou avoir juste des puces et une liste de termes. Vous allez avoir envie de lire, pareil, et de ne pas vous plonger dans la compréhension du concept global. Mais il y a des principes psychologiques d'apprentissage qui sont assez faciles à mettre en place pour avoir des présentations un peu plus digestes et qui vont retenir et captiver l'attention du public. Par exemple, je trouve que cette diapositive, pour le coup, elle est bien faite. On a un titre qui est vraiment mis en avant. On a à côté un visuel qui donne quand même beaucoup d'indices sur le sujet. On est sûr du sujet qu'on aborde là. Et on a un texte qui pourrait être résumé, mais qui ne prend pas toute la place. Donc il y a tout des exemples de bonnes pratiques comme ça pour des slides et des principes psychologiques qui sont faciles à mettre en place, comme je vous disais. Par exemple, le principe de science. Notre attention, elle est attirée par ce qui est différent. Donc, si vous avez un élément à mettre en avant, eh ben, il faut juste qu'il soit différent du reste. Ensuite, il y a le principe de discrimination. C'est quand deux éléments doivent différer, il faut qu'il y ait une proportion suffisamment grande pour qu'on puisse les distinguer. Donc, plus la différence sera grande, plus il y aura aussi un rapport hiérarchique qui va pouvoir appuyer votre propos. Et le troisième principe, c'est le principe d'organisation perceptive. Regrouper les éléments en unités va permettre de facilement les mémoriser. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça pour éviter d'avoir des slides trop chargés. Et puis surtout, il faut prendre en compte que les slides, c'est plus pour le public, c'est pas un aide-mémoire pour vous, c'est vraiment pour appuyer votre propos. Donc, comme je vous disais, il y a le principe d'avoir une idée par diapositive qui aide. Donc, il vaut mieux avoir plus de diapositives que de tout mettre dans une seule et trop surcharger. Il faut aussi avoir des éléments visuels pour appuyer votre propos. Chaque diapositive dure entre 1 à 2 minutes. Donc ça va vous permettre de rythmer aussi votre présentation et aussi éviter autant que possible, même si on ne peut pas l'éviter à 100%, mais de répéter le texte qu'il y a dans la diapositive et de le redire à l'oral. Donc les visuels, c'est vraiment un accompagnement utile, mais effectivement, l'aspect principal de la présentation reste le message scientifique. Donc ça sert à capter et retenir l'attention de votre public cible. Donc en résumé, si aujourd'hui vous devez retenir une chose, c'est avant de vous lancer dans un projet de communication scientifique, c'est de vous poser ces différentes questions. Le pourquoi. Quelle est mon intention de communiquer? Quel est vraiment mon objectif? Le pour qui? À qui je vais communiquer? Donc l'identifier et ensuite quelles sont les particularités de ce public cible et me mettre à sa place. Donc me poser la question aussi du contexte de présentation. Le quoi? Quel message clé je voudrais que mon public cible se souvienne à la fin de ma présentation? Et le comment, en fonction du contexte, en fonction du public, quel canal de communication je vais utiliser. Et quand je me suis posé ces questions, et seulement quand je me suis posé ces questions, je vais pouvoir travailler et le fond et la forme, donc structurer mon propos, avoir une ligne directrice claire et accompagner mon propos d'éléments visuels qui vont mettre en valeur mon message. Et donc, là, on a vraiment vu les grandes lignes
et toute la réflexion que je dois avoir quand je veux, avoir un projet de communication scientifique. Mais pour aller plus loin, comme, le disait Magali au début, il y a 2 formations qui vont permettre de creuser davantage. Donc illustrer la recherche quantitative avec Pierre-Olivier Caron le 25 février et communiquer la recherche quantitative, donc avec moi-même le 20 février prochain. Et donc on va vraiment aller beaucoup plus loin dans chaque partie et prendre des exemples aussi concrets de recherche qui sont menés au SIX pour pouvoir illustrer et vraiment faire des exercices pratiques avec ça. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez passé un bon lunch à côté et puis maintenant donc on est ouvert aux questions si vous en avez. Merci beaucoup, Sophie. Oui, juste une question dans le chat. À quel endroit se tiennent ces formations? Sont offertes au Sixth à Montréal, 3535 Queen Mary. Exact. Pascal vient de mettre l'adresse dans le chat. Donc, c'est 2 ateliers en présentiel. Voilà. Merci. C'est le temps. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez utiliser le chat justement pour mettre des questions, des commentaires. Peut-être en attendant que les questions viennent, Sophie, je me disais quand je t'écoutais, le visuel, c'est important, tu sais, pas trop de mots, bien penser à son public cible et tout ça. Si on se place dans un contexte là, pour des étudiants de maîtrise, de doctorat, donc en train de faire ces travaux de recherche, ils sont aussi préoccupés par avoir des expériences de présentation dans des conférences académiques, des posters, des présentations, mais aussi la rédaction d'articles scientifiques. Dans le milieu académique, c'est clair que c'est payant, ça fait partie de l'exercice. Puis je comprends aussi que les activités, les principes de base que tu as présentés, ça fait partie de ça. Mais ce serait quoi tes conseils comme tu as parlé que tu faisais des plans de communication, mais si on pense à des étudiants qui ont des ressources limitées, c'est eux-mêmes le produit, leur recherche, ils n'ont pas une agence de communication derrière eux. Est-ce qu'il y aurait des choses à faire en dehors de justement ces classiques-là là, de présentation ou posters dans des conférences académiques, puis articles scientifiques, pour faire valoir justement des activités de communication scientifique auxquelles ils pourraient réfléchir. On pense beaucoup, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a des chaînes YouTube, différentes plateformes aussi, blogs, podcasts, tout ça. Est-ce que ça, c'est quand même un investissement en temps? Mais est-ce que toi, il y a des choses aussi que tu conseillerais d'ajouter à justement ces activités-là de communication pour des étudiants maîtrise, doctorat, disons? Et oui, si je comprends bien la question, c'est comment, en dehors de ce qui est déjà prévu, comment prendre la parole sur ces projets de recherche Ouais. pour, les diffuser? Bah, oui, effectivement, maintenant, il y a tellement de plateformes et de médias qui sont possibles. Tout dépend du temps, effectivement, et puis même de l'appétence, là où vous êtes, à l'aise. Est-ce que c'est de prendre la parole plus, en vidéo ou juste à l'oral, sur des balados? Mais ne serait-ce que bah, de se faire un profil LinkedIn, qui est quand même un réseau social très professionnel et puis commencer petit à petit à partager, ce que vous faites, les travaux de vos recherches, mais aussi justement, quand vous présentez, un poster à un événement, le mettre, prendre des photos et puis expliquer. Ça, je pense qu'effectivement, c'est vraiment un temps, qui n'est pas perdu et qui va vous permettre vraiment de vous mettre en avant et mettre en avant, vos travaux et après, si vous êtes plus à l'aise sur d'autres médias, pourquoi pas? Il y a pas de enfin, tout ne se passe pas sur LinkedIn, mais c'est vrai que c'est le réseau social pour le moment qui est très professionnel et c'est assez facile de le mettre à jour et puis surtout de l'alimenter au fur et à mesure. Il faut oublier le syndrome de l'imposteur. On est tous là pour partager, son expertise et n'hésitez pas à taguer des gens justement et puis peut-être à faire passer le mot entre vous, pour, aller liker les posts, des uns et des autres et puis avoir comme une base un petit peu, d'entraide aussi. Ça peut permettre, voilà de dépasser un petit peu ça.
Mais en tout cas, oui, j'encouragerais effectivement à prendre la parole le plus possible. Merci. Puis Pascal a mis le lien dans le chat là, sur la trousse dont tu faisais référence. Merci beaucoup, Pascal. Puis peut-être qu'on pourrait le mettre sur notre site web ou en tout cas acheminer la trousse directement aux gens qui étaient inscrits. Je vois une question dans le chat, je vais le lire. Dans la diapo sur qu'est-ce que l'ADN, vous avez présenté la diapo avec des images d'illustration, alors que lors du cours de séminaire doctoral qui nous prépare à l'examen 1 à l'Université Laval, on nous demande dans une communication scientifique d'éviter ces images et de privilégier les références scientifiques. Votre point de vue par rapport à cela, s'il vous plaît. Et ben, ça rejoint un peu la question de à qui je m'adresse. Effectivement, si c'est un public qui est très spécialiste, on va bien sûr et ben, utiliser tous les contenus scientifiques et toutes les références qu'on a à notre disposition et on va adapter le contenu en fonction du public. Si c'est le grand public, on peut utiliser des images beaucoup plus illustrées, peut-être plus floues selon le consensus scientifique, mais qui va porter le message. Et donc, c'est vraiment adapter le ton et adapter les visuels aussi en fonction du public cible. Donc, il n'y a pas une réponse bonne, c'est vraiment en fonction du contexte et en fonction du public cible. Et de s'adapter à ça pour faire passer le message clé. C'est vraiment, ouais, si vous pouvez partir avec ce message clé justement en tête, je pense que ça serait le plus important. Euh, des fois, puis c'est peut-être un commentaire, des fois, c'est difficile de connaître un peu le niveau de son public cible parce que des fois, même dans sa propre discipline, on fait des trucs que juste le voisin d'à côté, on utilise certaines méthodes. Je pense aussi au SIX, les chercheurs utilisent des méthodes d'analyse quantitative de pointe. Ou des nouvelles méthodes, des choses. Donc, des fois, c'est ça. Aurais-tu des conseils justement parce que même des conférences disciplinaires, je pense à la Mm. CFAS, qui est comme une grande conférence scientifique, mais qui regroupe plusieurs dizaines, de disciplines et champs d'expertise, ou même des gens qui étudient la même thématique ne vont pas utiliser les mêmes méthodes. Donc, aurais-tu des conseils un peu quand on prépare, puis on ne sait pas trop finalement devant qui on va se présenter, mais en même temps, on veut vulgariser, mais pas pour un public, le public en général, le grand public, comme on dit. Et c'est une conférence, mais c'est ça, des fois, c'est difficile de trouver l'équilibre. Aurais-tu des trucs ou Bien des sûr. conseils qu'on pourrait? Effectivement, si le public est hétérogène, le but, c'est de pouvoir varier les plaisirs, entre guillemets, entre les différents publics qu'on pourrait identifier. Donc, si on sait que le niveau de connaissance va être assez variable, ça va être d'avoir comme une base compréhensible pour tout le monde et ensuite d'aller par touche pour apporter un peu plus de contenu très spécifique et de le préciser aussi à l'oral à ce moment-là pour ne pas perdre l'attention de tout le monde. C'est de dire, bah là, je vais peut-être aller plus dans le détail sur cette méthodologie parce que ça peut intéresser une certaine partie du public et ensuite revenir à un niveau de vulgarisation un petit peu plus simple. Donc, je dirais, c'est vraiment d'y aller un petit peu par touche pour que tout le monde puisse s'y retrouver à la fin, mais que chaque élément ne soit pas forcément pour tout le monde. Oui, c'est intéressant, merci, c'est un bon truc. Je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, c'est vraiment le temps. Vous avez quelqu'un qui est spécialiste des communications. Vous pouvez prendre le micro aussi. On est assez un groupe qui se gère aussi. Si vous préférez vous adresser directement, n'hésitez pas à lever la main pour poser votre question ou un commentaire. Voici une question. Dans mon domaine, on utilise généralement PowerPoint ou Canva pour créer des présentations. Avez-vous des suggestions d'autres logiciels ou programmes qui pourraient être pertinents? Non, j'avoue, j'utilise PowerPoint et Canva et je trouve que c'est des outils, pour le coup, où c'est assez infini de pouvoir faire
vraiment, ouais, tout ce qu'on veut mettre, en avant. Moi, je regarde beaucoup de tutos, soit sur Instagram, soit sur YouTube de personnes justement qui sont vraiment expertes et on se Mmh. rend compte que, les possibilités, sont infinies et ce qui est pratique, avec Canva, c'est que par exemple, bah, moi cette présentation, je l'ai faite avec Canva. Il y a des templates qui sont, disponibles, donc ça permet aussi de gagner du temps et Mmh. puis en plus, plus on utilise le même outil, plus on est à l'aise et plus on gagne de temps après, au fur et à mesure. Mais bon, bah, c'est vraiment, ouais, les 2 outils Donc, que c'est j'ai déjà et les outils à privilégier selon toi, juste ces 2 outils-là, puis ça ouais, c'est indémodable et puis pour le moment, je trouve on n'a pas mieux fait que ces 2 là. parfait, ben, merci, merci. Vol Oui. Oh, bon, ben, Pascal faisait une publicité dans le chat concernant notre colloque étudiant. Justement, c'est une occasion de mettre en application certains trucs qui ont été présentés aujourd'hui. Ça va avoir lieu le 9 mai à l'Université McGill cette année. Puis, restez à l'affût parce que l'appel à candidature pour des présentations dans le cadre de ce colloque-là, colloque Excellence en relève, va être lancé bien bientôt. Donc, voilà. Bonjour, auriez-vous des suggestions de sites dont les images photos sont libres d'accès? Ça, c'est une bonne question, ça aussi, quand on parlait de Mmh, visuel, s'assurer qu'on peut utiliser le visuel. Oui, oui. exactement. Bah, déjà, si vous utilisez, Canva, il y a une banque, d'images qui est déjà, intégrée à l'intérieur. Donc ça peut permettre aussi, de gagner du temps et c'est pour ça que j'utilise beaucoup, ce logiciel. J'ai pas de part, hein, dans Canva, c'est vraiment, expérience, personnelle. Hem Et puis sinon, il y a des banques d'images qui existent comme, Unsplash ou, Shutterstock. On pourra vous envoyer, les liens si vous voulez et effectivement, il y a toujours des mentions de l'utilisation qui peut en être fait. Il faut vraiment regarder ça parce qu'il y a des images qui peuvent être utilisées, mais juste à des fins personnelles et si c'est présenté effectivement pendant un congrès ou que vous utilisez sur les médias sociaux, toutes les images n'ont pas forcément les mêmes crédits et donc ça, c'est clairement indiqué, en dessous des images. Mais on pourra vous OK. envoyer, toute une liste, de banques Oui, d'images comme Pascal en a déjà mis deux dans le chat. C'est puis elle précise, il faut en général mentionner le détenteur de droit pour une publication publique. Ah, bon, ben c'est parfait. Fait on nous dit que ce serait bien d'avoir les liens. Fait que peut-être, c'est ça, en envoyant la trousse en même temps, on pourrait envoyer quelques liens justement pour des images libres d'accès. Euh, parfait. Parfait. Ben merci. Je vais attendre encore pour une autre dernière question. Sinon, ben, merci Sophie encore infiniment pour cette présentation qui est passée super vite. Puis je rappelle là, Mmh, justement pour les gens qui veulent s'y attarder davantage, bien se préparer pour la saison des conférences qui s'en viennent au printemps. Le mois de février, on a deux belles formations de Sophie. Le 20 février, voilà, toute une journée au SIX sur la communication spécifiquement développée pour notre communauté au SIX, donc vraiment comment communiquer pardon, la recherche quantitative. Et le 25 février, un atelier d'un avant-midi spécifique sur faire de la visualisation de données avec le professeur Pierre Olivier Caron. Puis l'utilisation du package ggplot2 dans R. Donc voilà. Merci beaucoup, Sophie. Puis je vais vous souhaiter à tout le monde un bel après-midi dans le froid, mais le soleil aussi. merci beaucoup. Merci, au revoir.